Bienvenue dans le débat. La loi sur la fin de vie en France, votée à l'Assemblée nationale. Il y a deux textes, l'un sur les soins palliatifs, adopté à l'unanimité à l'Assemblée, et l'autre qui crée un droit à l'aide à mourir. Ce dernier texte garantit une ultime liberté, selon Olivier Falorni, le député d'Hiver Gauche, rapporteur général du texte. Catherine Vautrin, la ministre du Travail, s'était fixé deux objectifs. Je la cite, rassurer sur le caractère strict des critères d'accès à l'aide à mourir et donner des garanties visant à sécuriser la procédure. La gauche y était plutôt favorable, la droite plutôt contre, mais le clivage n'est en fait pas si net puisque au sein même des partis politiques, certains le soutiennent quand d'autres s'y opposent. Les Français, en tout cas, y sont largement favorables. 89% des Français approuvent l'autorisation de cette pratique selon un sondage IFOP qui date de l'année dernière. Alors, on va revenir sur les détails du texte. D'abord, de quoi parle-t-on? Ce texte sur l'aide à mourir est-il trop permissif, restrictif? Est-ce un progrès? Contient-il des spécificités françaises? Aide à mourir, un compromis possible, c'est le titre de ce débat et on en parle avec mes invités. J'ai plaisir d'avoir à mes côtés Anne Souris, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans le débat. Vous êtes sénatrice Europe Écologie Les Verts, ancienne adjointe à la maire de Paris en charge de la santé publique. En face de vous, nous avons Raphaël Gourevitch, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychiatre et chef de pôle à l'hôpital Sainte-Anne, membre du collectif Soins de Vie et du collectif Démocratie, Éthique et Solidarité. Bienvenue dans le débat également. Avec nous ce soir Anne Vivien, bonsoir. Vous êtes vice-présidente de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, la DMD, et également ancienne anesthésiste et réanimatrice des hôpitaux de Paris. Bienvenue également. Antoine Dabundo est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de rubrique bioéthique à la Croix. Vous connaissez bien sûr extrêmement bien ce sujet. On va revenir d'abord sur ces deux textes qui viennent donc d'être votés à l'Assemblée nationale. On fait un point en image avec Sophie Brune. Pour de très nombreux malades, l'espoir de voir leur dernière volonté enfin prise en compte. C'est le cas de Claudette Marchand, tétraplégique depuis un accident il y a une vingtaine d'années. À 84 ans, son état de santé se dégrade de jour en jour. Elle se dit prisonnière de son corps. La mort fait partie de la vie, hein, et que quand on ne peut plus rien faire, j'ai essayé de lutter jusqu'au bout, mais là, je veux partir. Cette malade espère donc bénéficier de ce nouveau droit à mourir, strictement encadré par la loi. Pourront y prétendre les patients majeurs, au discernement établi, atteints d'une maladie incurable, avec un pronostic vital engagé et une souffrance jugée insupportable. Des critères qui, selon le promoteur du texte à l'Assemblée, assurent son équilibre. Je me suis efforcé de maintenir cet équilibre-là entre ceux qui trouvaient que la loi était trop restrictive et ceux qui trouvaient que la loi était trop permissive. On a un droit qui sera à la fois effectif, qui sera opérant, mais qui est solidement encadré. Le texte sera examiné par le Sénat à l'automne. Et après ce vote de l'Assemblée nationale, Olivier Falorni, le rapporteur, a réagi. Je vous propose de l'écouter. Merci mes chers collègues d'avoir fait de ce débat parlementaire un beau débat parlementaire. Et merci mes chers collègues d'avoir voté une belle loi républicaine parce qu'elle porte en son cœur les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. À ce moment, je pense à tous les malades, à tous leurs proches que j'ai rencontrés depuis plus d'une décennie. Beaucoup ne sont plus là et ils m'ont toujours dit « battez-vous ». Battez-vous, pas pour nous, parce que pour nous, ça sera trop tard. Battez-vous pour les autres, ceux qui viendront. Chers collègues, il y a des jours où il y a des jours dont on sait qu'on ne les oubliera jamais. Je n'oublierai jamais cette journée. Merci à tous. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur.
Voilà, Olivier Farlorni, donc le rapporteur du texte. Et puis une réaction d'Emmanuel Macron à l'instant qui salue, je cite, une étape importante et qui insiste sur le respect des sensibilités. Antoine Dabundo, pour faire d'abord un point. Bon, c'est une étape, ce qui s'est passé. Il faut voir cette première partie de texte donc, qui a été adoptée à l'unanimité, celle sur les soins palliatifs. Et combien de voix donc, pour celle de l'aide à mourir ? Alors, il y a eu le nombre de voix. Oui, il y a eu. Alors, j'espère ne pas dire de bêtises, mais je crois que c'est. Il faudrait que je vérifie. C'est 305 pour et 199 contre. Donc une très large majorité. Alors une majorité à 54% des votants. Donc c'est une vraie étape, on peut dire, ce soir. C'est une étape importante, surtout qu'il y a eu, comme il a été rappelé, un long cheminement de ce texte, depuis l'ouverture du débat en 2022, une convention citoyenne, un projet de loi d'abord présenté en juin à l'Assemblée, en première lecture qui s'est arrêtée à cause de la dissolution, une reprise compliquée et puis enfin effectivement un examen en commission des affaires sociales, en séance publique pendant 15 jours, près de 100 heures de débat à chaque fois. Des débats apaisés, tout le monde semble le souligner. Je pense que les députés ont eu à cœur de respecter les opinions des uns et des autres. Il y a eu quelques frictions de temps en temps, mais chacun a quand même pu argumenter dans une forme de sérénité qui était assez remarquable sur un sujet qui divise quand même énormément les consciences. Un mot sur les termes. On parle donc de l'aide à mourir en France et non pas d'euthanasie ou encore de suicide assisté. Quelle est la différence ? Oui, le texte de loi proposé évite soigneusement ces deux termes pourtant courants et compris de tous les Français. Il fixe une règle, c'est celle de l'auto-administration, c'est-à-dire ce qu'on pourrait considérer comme le suicide assisté. Si une personne le demande et a l'accord de pouvoir accéder à l'aide à mourir, il devra s'auto-administrer le produit. Mais le texte fait une exception d'euthanasie pour les personnes qui ne pourraient pas physiquement accomplir ce geste. Anne-Vivien, vous le défendiez, ce texte. Vous êtes en plus une ancienne anesthésiste, réanimatrice des hôpitaux de Paris, je le rappelle. Pourquoi l'avez-vous défendu, ce texte ? Parce que, en fait, depuis que j'ai arrêté mon activité professionnelle, je me suis vraiment intéressée à la fin de vie. Parce que dans les services de réanimation, on était confrontés quand même très régulièrement à des fins de vie. Et à l'époque, il n'y avait même pas la loi Claes-Leonetti. Et en fait, c'était les réanimateurs qui décidaient l'arrêt de la réanimation. Ce qui revenait à, quand on arrête la réanimation pour quelqu'un qui a un organe défaillant, si on arrête la supplémentation de remplacement de cet organe par une machine ou des systèmes très compliqués, ça revenait à dire qu'il ne vivrait pas. Voilà, alors moi j'ai vu des fins de vie et puis j'ai vu des personnes aussi qui survivaient mais dans des conditions vraiment dramatiques avec des déficiences très très importantes. Et, donc c'est votre expérience personnelle qui a fait que j'avais envie de creuser le problème de la fin de vie qu'on n'a pas le temps sur lequel on n'a pas le temps de s'appesantir quand on est réanimateur. Et pour vous, il y avait une urgence à ce qu'un texte comme celui-ci soit voté en France ? Urgent, je ne sais pas, mais en tout cas, je trouvais qu'on était très en retard par rapport aux pays qui nous entouraient et qu'il fallait absolument discuter de cette possibilité et faire évoluer la loi existante. D'abord, pour apaiser les souffrances, c'était ça le premier objectif ? Absolument. Raphaël Gourevitch, alors vous vous êtes opposé à ce texte, pourquoi ? Parce que, vous l'avez dit, le débat il était apaisé, mais je trouve qu'il n'a pas été loyal parce qu'il n'a pas dit les choses comme elles étaient. Vous dites vous-même que le député Farlorni ne voulait pas employer le mot euthanasie ou suicide assisté. Or, c'est bien de ça qu'il s'agit. Il s'agit bien de provoquer la mort de quelqu'un. Et moi, comme citoyen, ça m'inquiète énormément. Ça m'inquiète également comme médecin, parce que je considère que ça n'est pas la mission des médecins que de provoquer la mort, mais au contraire de soulager les gens et de les soigner. Et puis ça m'inquiète comme psychiatre, parce que moi, je sais bien, j'entends souvent des gens réclamer la mort, et je sais bien que dans l'immense majorité des cas, il s'agit en fait d'une demande de vivre mieux et d'être soulagé. Et puis, je vois aussi dans cette loi une espèce de... n'ayons pas peur des mots, d'incitation, de promotion du suicide qui m'inquiète énormément. Donc pour vous, c'est permissif, ce texte ?
pour moi, la loi est extrêmement permissive, les critères sont extrêmement flous. On nous rabâche là depuis le début que les critères seront strictement encadrés, c'est tout à fait faux. Et d'ailleurs, même la patiente, la dame que vous avez montrée au début de votre reportage, moi je ne sais pas, dans l'état actuel du texte, je ne sais pas si elle est éligible ou pas. C'est incompréhensible. Elle souffre, elle a l'air de le dire, elle souffre. A-t-elle une maladie de pronostic fatal à moyen terme? Je ne sais pas. Donc je crois que les critères sont à la fois très permissifs, très flous, et laissent libre cours à toute la subjectivité et des patients et des médecins à qui on donne au passage un pouvoir extravagant. Anne Souris, vous défendez ce texte. Il faut revenir d'ailleurs sur il y a 5 conditions cumulatives pour pouvoir avoir droit à cette aide à mourir. D'abord, la personne doit être majeure, de nationalité française. Elle doit être atteinte, je cite, d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale. Il doit y avoir un processus irréversible marqué par l'aggravation de l'état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie. Il doit y avoir une souffrance physique ou psychologique constante, et la personne doit être réfractaire au traitement. Et en plus, elle doit être apte, ça c'est important, à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Par exemple, lorsqu'on est malade d'Alzheimer, on n'a pas le droit à cette aide à mourir, parce qu'on n'a pas ce discernement. Donc ça fait quand même, ce sont des conditions assez strictes. Après, effectivement... Moi, je dirais que non seulement ce sont des conditions assez strictes, mais c'est surtout que cette aide à mourir, elle existe déjà. Là où il y a du mensonge, c'est qu'elle existe déjà. Vous parliez, Madame Vien, du fait que les médecins, à un moment donné, débranchent ou arrêtent de suppléer. Eh bien, en fait, ça se fait. Ça se fait dans le silence, ou ça se fait où le médecin le décide à un moment donné en son âme en conscience. D'ailleurs, certainement bien. Moi, je ne mets pas en cause les médecins là-dessus, mais le problème, c'est que c'est lui qui décide. Ou alors, il le décide un peu en catimini avec la famille. Et la réalité, simplement, c'est que ça existe, mais que ça n'est pas partagé par le patient, et que le patient doit avoir son mot à dire. C'est vraiment une liberté qu'on doit garder, et en France on est en retard là-dessus, comme si notre corps ne nous appartenait plus au dernier moment. Là, l'équilibre est quand même extrêmement respecté, puisque ce sont que des personnes très conscientes, et effectivement ça pose un problème sur les directives anticipées. Ça, c'est un sujet, mais en tout cas, en l'état, c'est quelqu'un dans pleine conscience qui le décide, avec une équipe médicale. Enfin, on ne peut pas dire que ce soit justement au contraire. C'est une manière de réguler quelque chose qui existe, et qui actuellement non seulement soit existe en catimini, soit existe à l'étranger, donc réservé pour les plus riches, ce qui est quand même aussi un problème. Sans compter les personnes qui se suicident, pour le coup, et qui se suicident de manière souvent désastreuse, terrible, dans la honte. Enfin, voilà. Donc il faut regarder quand même tout cet aspect-là pour voir comment cette loi arrive comme une résolution, mais sur très peu de cas. Il faut toujours se rappeler que c'est très peu de cas, que la plupart des cas se résolvent par des soins palliatifs, par des soins d'accompagnement, mais que ces cas-là, ils sont importants. Antoine Nabundo, est-ce que la France, justement, rentre à ce moment-là en adoptant cette loi? Bon, elle doit encore passer au Sénat. Elle a été adoptée à l'Assemblée nationale, elle doit passer au Sénat. Est-ce qu'elle rejoint dans ce cas la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas, ou est-ce qu'il y a des différences notables si effectivement le texte il y a des différences notables, et c'est très compliqué en fait de comparer ce que propose la France avec les systèmes étrangers. Pour revenir sur les conditions, par exemple, d'accès à l'aide à mourir, pour les pays qui ont légalisé l'euthanasie, c'est à peu près celle qu'on retrouve dans les pays européens. Sauf qu'on peut quand même discuter de leur caractère strict. Si on prend l'âge ou la résidence, oui, ça c'est relativement facile à contrôler. Sur les critères médicaux, c'est quand même beaucoup plus complexe. Si on regarde la liste des malades qui pourraient rentrer, si on prend ces critères au pied de la lettre, la liste des malades qui pourraient rentrer pour autant que leur pronostic, pour autant que la maladie soit en phase avancée et qu'ils aient leur discernement, est quand même assez considérable. Et on n'est plus du tout sur une loi qui promettait de régler quelques cas réfractaires aux soins que les soins palliatifs ne pouvaient pas traiter, mais potentiellement à un nombre de patients qui pourraient être
potentiellement éligibles considérables. Alors, avec des maladies incurables, tout de même. Avec des maladies graves, incurables, c'est les maladies cardiovasculaires, c'est on a beaucoup parlé de la maladie de Charcot, par exemple. Les malades de Charcot. Enfin, il y a un nombre. Si on exclut effectivement, et ça c'est la réalité, la dame qui a témoigné, qui, si elle est tétraplégique, c'est-à-dire handicapée, n'aurait pas accès à cette aide à mourir puisque son pronostic vital n'est pas engagé. Mais si on regarde les autres critères, ça fait rentrer potentiellement un nombre considérable de gens. Et c'est vrai que ça va être le rôle des médecins que de vérifier et d'évaluer ces critères, j'allais dire, dans leur discernement. Ça leur fait porter une très très lourde responsabilité. Anne Vivien, c'est vrai que le rôle du médecin, c'est ça qui faisait débat d'ailleurs même sur ce plateau, puisque finalement la décision elle doit être collégiale, c'est ça selon le texte. Oui. D'abord, c'est d'abord le patient qui le désire. L'essentiel pour l'association pour le droit de mourir dans la dignité, c'est que ce soit le patient qui soit au centre de la décision, vraiment. Et c'est là. L'est-il vraiment ? Alors, oui, il peut l'être en tout cas. Cette loi, elle n'est pas complètement rédigée. Elle va être revue, relue, corrigée plusieurs fois. Après, il y aura les décrets d'application. Après, il y aura beaucoup de choses. Mais dans ce que vous disiez sur le fait que c'est un stade avancé ou terminal, avec un pronostic vital engagé, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des souffrances extrêmes et intolérables et qui ne sont pas soulagés par les traitements. Donc, je pense qu'en réalité, cette loi, elle ne va pas concerner des milliers de personnes. Dans tous les pays qui nous entourent, c'est 3,5% des décès qui sont consécutifs à une aide à mourir. Ensuite, pour le terme des mots aide à mourir, ce n'est pas nous qui les avons voulus, c'est le gouvernement. C'est M. Macron qui ne voulait absolument pas que dans le texte de loi apparaissent les termes d'euthanasie ou le terme de suicide. Et pourquoi, en fait, c'est lié au contexte historique ? Parce que la mort est tabou. Parce que la mort est tabou en France, parce qu'on ne peut pas en parler avec des mots clairs et précis et que tout le monde comprend. Comme la sédation profonde continue jusqu'au décès, bien, c'est quelque chose qui est une tournure de phrase et qui a été très mal comprise par les médecins comme par les malades, et c'est la raison pour laquelle cette loi n'a jamais été bien appliquée. Euthanasie, c'est quand même un beau mot. Ça veut dire juste une belle mort, ça veut dire bien mourir. Ça n'a rien d'horrible. C'est juste qu'effectivement, on dit les mots. Alors, ils sont en grec, mais enfin, quand même, on dit les mots. Et il n'y a pas de jugement de valeur derrière ça. Et puis, c'est vrai que l'idée du patient au centre de cette affaire-là, oui, les médecins auront beaucoup de rôle à jouer. Bien entendu, ils le jouent déjà. Mais là, au lieu d'être tout seuls et de décider tout seuls, ils seront avec d'autres. C'est plus facile pour eux. Et ils seront aussi surtout avec le patient au centre. Raphaël Bourevitch, sur ce rôle du médecin, parce que vous le... Alors, avant de vous répondre sur le rôle du médecin, quand même, j'ai entendu beaucoup de discours lénifiants. Très peu de cas. C'est pas vrai du tout. Au Québec, par exemple, c'est, je crois, 6 à 7% des décès. Il y a 600 000 morts par an en France. Je vous laisse faire le calcul. On ne parle pas de quelques centaines de gens par an. On parle de probablement plusieurs dizaines de milliers de personnes par an. On a parlé de liberté. Moi, je ne sais pas de quelle liberté on parle. D'abord, il faut rappeler que le suicide n'est pas pénalisé en France depuis le XVIIIe siècle, mais surtout, de quelle liberté parle-t-on ? Quand, en fait, il n'y a pas le choix. Quand il n'y a pas le choix d'être soigné, quand on dit aux gens, faussement avec cette loi, finalement, vous avez le choix entre mourir et souffrir. Or, il y a un troisième choix qui est celui d'être soigné, tout simplement. Sauf que ce choix, on ne l'a pas, parce qu'en France, il est parfaitement exact, qu'il y a un défaut d'accès aux soins catastrophique. Donc ça va être mis avec la première partie du texte sur les soins palliatifs. Mais je ne parle pas que des soins palliatifs, je parle aussi des soins médico-psychologiques, je parle aussi des soins liés aux maladies chroniques. Et évidemment que si on a le choix entre ne pas être soigné, souffrir et mourir, si c'est ça le seul choix, enfin, de quelle liberté parle-t-on, encore une fois ? De quelle liberté parle-t-on ? Je crois, j'en finis par ça, pour contredire également l'argument de la liberté, je crois que cette loi, surtout, porte en elle une espèce de contrainte implicite. Tout le monde est obligé de se poser la question de savoir si...
somme toute, je suis vieille, je suis vieux, je coûte cher à la société, est-ce que je ne devrais pas débarrasser le plancher? C'est ça la question qui est portée par cette loi. Et je crois que la vraie liberté, elle est actuellement appliquée par la loi Leonetti, où les gens ont le droit de choisir d'arrêter les traitements. Et la belle formule de Leonetti, c'est qu'il ne s'agit pas du tout d'aller plus loin que la loi Leonetti aujourd'hui, il s'agit d'aller ailleurs. Et cet ailleurs-là, à mon avis, n'est pas du tout enviable. Anne-Sophie, si cet ailleurs, vous le souhaitez? Absolument. Et puis s'il y a un soin possible, curatif ou palliatif, justement parce qu'il y a cette loi, ça va permettre de pouvoir le dire et le revendiquer. Tant qu'il n'y a pas cette loi, eh bien, ça peut se faire, encore une fois, cette fin de vie en catimini, et justement par des soucis parfois de on ne sait pas quoi faire, on n'a pas les moyens, on ne sait pas comment lutter. Et donc là, on redonne le moyen de lutter pour de vrai, et pour le médecin que vous êtes, et pour le patient qu'on est, de pouvoir dire aussi non, oui ou non. Je crois au contraire que c'est une loi qui nous incite à renoncer, madame. Je crois que c'est une loi qui nous incite à renoncer. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, en fait. Moi, je peux vous dire, par exemple, je préférerais actuellement, j'ai indiqué que je ne voulais pas qu'on m'arrête, mais si jamais il y avait un dispositif et que j'étais... Voilà. Mais moi, c'est moi, aujourd'hui, maintenant. Si jamais demain, je veux pouvoir aussi dire que s'il se passe quelque chose, je veux qu'on puisse m'arrêter. Je veux pouvoir le dire et je veux pouvoir qu'on puisse respecter cette question-là. Vous savez, Mon corps m'appartient, c'est un sujet qui est absolument récent. Les années 90, on n'avait même pas le droit aux soins palliatifs. Mais la loi Leonetti, je regrette, madame, la loi Leonetti vous permet cette liberté. Mais absolument pas, parce que ça ne suffit pas du tout. Ça ne suffit pas du tout. Et en plus, il n'y a pas de décision collégiale, il y a beaucoup de choses qui manquent dans la loi Leonetti. Non, on ne peut pas laisser dire des choses pareilles. Dans l'arrêt des soins, non, je vous demande pardon, il y a justement une collégialité qui est bien plus organisée que dans la collégialité facultative et minimaliste qui est prévue dans la loi Falorni. Je vous demande pardon, vous dites une contre-vérité. Antoine Dabundo, pour faire la différence entre la loi Leonetti en un mot et justement la loi qui a été adoptée aujourd'hui, c'est ailleurs, c'est ce que dit la loi Leonetti, c'est celle de 2005. Il y en a eu une depuis, c'est la loi Claes-Leonetti de 2016. S'agissant du dispositif qu'on appelle sédation profonde et continue jusqu'au décès, qui est généralement soit faite à la demande d'un patient, soit sur décision des médecins. C'est une décision qui est précisément dans la loi définie comme une décision collégiale. Donc ce n'est pas un médecin seul qui décide. Non, c'est la réalité. Moi, je l'ai vu dans tous les services de soins palliatifs où ce dispositif est appliqué. C'est une décision collégialement prise par l'ensemble de l'équipe soignante, même si c'est évidemment le médecin qui, au final, prend une décision puisqu'il va accomplir l'acte. C'est une décision qui est prise avec l'ensemble... Donc ce n'est pas la personne. Ce n'est pas la personne qui est au centre de cette décision. Bien sûr, la personne peut aussi demander... malheureusement, j'ai dû assister à la décision prise par une personne atteinte de la maladie de Charcot qui était trachéotomisée et sous assistance donc respiratoire, qui a demandé l'arrêt de ses traitements, et c'est elle-même qui l'a demandé, et les médecins lui ont accordé cette sédation profonde et continue jusqu'au décès pour lui éviter précisément une agonie trop douloureuse ou qui crée une angoisse majeure puisqu'elle va décéder par arrêt de la ventilation. Voilà, mais la sédation profonde, il faut bien le dire, c'est différent. C'est différent, elle vient de cette aide à mourir. On n'est pas dans deux choses différentes. Moi, je pense aussi qu'il faut quand même garder en tête que la majorité des malades, ils ne veulent pas mourir. Ils veulent vivre. Ils veulent vivre le plus longtemps possible. Ils veulent qu'on les aide à vivre dans les meilleures conditions possibles. Et que ceux qui demandent une aide à mourir, c'est parce que vraiment, leurs souffrances sont intolérables et que la médecine ne peut pas apporter de réponse à ces souffrances. Ça fait partie des conditions. Ça fait partie des conditions. Et je pense que, justement, je ne vois pas pourquoi on dit que cette loi va changer complètement la relation entre les médecins et les malades et que d'un seul coup, il va y avoir des dizaines de milliers de personnes qui vont demander à être aidées à mourir. C'est l'expérience de l'étranger, madame. Parce que, alors d'abord, nous, on met en œuvre cette loi dont le point de départ était d'améliorer les droits des malades. Il ne faut pas l'oublier, c'était ça le point de départ. Améliorer les droits des malades. Bon, alors les droits des malades, ils ont été dits par la loi Kouchner. Depuis 2002,
le malade a le droit de prendre des décisions éclairées et de décider en ce qui concerne son état de santé. À condition qu'il ait tout son discernement, justement. Avec l'éclairage d'un médecin et d'être soulagé au mieux de ses souffrances. Que voudra une personne en fin de vie? Si elle a une maladie, dès qu'on lui annonce qu'elle a une maladie grave et difficilement curable, ou qu'elle est à un stade où c'est devenu incurable, elle sera obligée de penser à sa fin de vie. Ce n'est pas la loi qui lui fera penser. Et elle sera obligée de prendre des décisions. Et quand elle sera à l'extrémité où ses souffrances sont intolérables, elle aimera pouvoir décider de l'accompagnement qu'elle souhaite jusqu'au bout. Et cet accompagnement peut ne pas être les soins palliatifs et le traitement des douleurs qui sont possibles en France ne soulage pas toutes les douleurs. Je vous fais réagir, mais avant ça, Anne Souiris, pour redire aussi exactement, le patient doit s'administrer la substance lui-même, sauf s'il n'en est pas capable. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce que ça se passe chez lui? Est-ce que ça se passe à l'hôpital? Est-ce que ces conditions sont incluses? Alors, c'est l'important, et c'est-à-dire ça a été débattu à l'Assemblée, c'était, il y a eu à un moment donné des amendements pour proposer que ce soit une alternative. Soit les personnes se l'administraient elles-mêmes, soit elles avaient le choix de le demander à un tiers, enfin à un médecin ou un soignant. Il a été décidé finalement par l'Assemblée que ce serait ce serait pas une alternative, mais c'est si seulement le patient ne peut pas, alors le soignant le fera à sa place. Bon, on peut discuter de ça. Ça se discute pour plein de raisons, mais en tout cas, là, l'idée, elle est claire, c'est qu'on ne peut pas passer outre une volonté d'un patient, même quand il n'est pas capable de faire l'acte lui-même. Ce qui est le principal, finalement. Et vous savez, ne serait-ce que ça, c'est aussi une régulation de fait. C'est-à-dire que la personne, si elle est encore capable de le faire, eh bien, le fait qu'elle le fasse elle-même, ça veut dire qu'elle le veut. Vous savez, vraiment, se dire qu'on le veut, c'est quand même quelque chose de très important. Vous me parlez des soins palliatifs. Les soins palliatifs, non seulement on peut ne pas réagir à des soins palliatifs, ou en tout cas être au bout de traitements palliatifs, et qui font qu'on ne peut pas. Curatif, palliatif après, et d'avoir envie que tout s'arrête, parce que les soins, quelquefois, ça fait très mal. Les soins curatifs, les soins, au bout d'un moment, les gens souffrent de ces soins aussi. Donc, le fait de se dire, à un moment donné, j'ai le choix, moi, d'arrêter ça et de pouvoir arrêter tout de suite, et pas simplement d'arrêter le traitement qui fait que ça va durer encore une semaine ou 15 jours de souffrance intense parce que je vais arrêter le traitement. Pourquoi non? À quel titre quelqu'un d'extérieur, ne serait-ce que le médecin, pourrait dire non et doit dire non à cette personne qui en est à ce moment-là? Donc ça, c'est vraiment déjà une régulation. Ce que vous dites là, c'est une régulation extrêmement importante. Et puis, le fait d'avoir cette collégialité, je le répète, mais ça permet aussi de pouvoir de dire, effectivement, je veux arrêter, mais de dire aussi, il me manque un soin. Et c'est aussi ça que apporte cette loi, c'est de pouvoir aussi, je dirais, couper l'omerta qu'il y a sur la mort et sur la fin de vie. C'est arrêter cette omerta. On a le droit de parler de sa fin de vie en France et d'exiger un certain nombre de choses. Raphaël Gourevitch, sur l'omerta. Écoutez, je crois que... vous l'avez dit d'ailleurs, hein, Madame Vivien, oui, mais je rebondis sur les deux arguments. Vous avez dit vous-même que votre réflexion a commencé il y a 40 ans. Et j'ai peur que ce projet date d'il y a 40 ans, quand on mourait très mal du sida dans des conditions épouvantables. Depuis, il y a eu les soins palliatifs, en effet. Il y a eu la loi Leonetti. Mais j'ai jamais dit ça. Il y a eu la loi Claes-Leonetti, c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit qu'on mourait dans des souffrances atroces. Oui, mais j'ai pas dit je crois que, Madame la sénatrice, vous méconnaissez un peu ce que sont les soins palliatifs. Quand vous me dites les gens meurent d'atroces souffrances au bout de 8 jours, voilà, ça vient de vous être dit. Je crois que vous méconnaissez les soins palliatifs. C'est possible qu'on arrive au bout, à un moment donné, des traitements antidouleurs. Et oui, il y a des gens qui sont réfractaires. D'ailleurs, c'est écrit, ça a été dit par un certain nombre de médecins. Enfin, je ne suis pas seule à le dire. Actuellement, maintenant, pas il y a 40 ans. Un mot, Antoine Dabundo. Allez-y, oui, terminez. Voilà, redire une chose. Mais vous avez dit tout à l'heure, pourquoi, au nom de quoi, etc. Je crois, enfin, je suis désolé d'avoir à le rappeler à une sénatrice qui connaît le rôle de la loi. La loi, elle est universelle. La loi, elle donne une règle universelle valable à tous. Cette loi universelle, c'est qu'on ne tue pas son prochain.
Je ne le dis pas du tout en termes religieux qui ne m'intéressent pas du tout, je le dis vraiment en termes d'humanité, en termes anthropologiques. On ne tue pas son prochain. Et c'est ça le rôle de la loi. C'est une rupture anthropologique. C'est ce que disent la plupart des opposants. Ils parlent de rupture. Et je ne crois pas que faire appel à des cas particuliers pour argumenter cette loi soit le bon processus. Antoine. Vous n'allez pas dire que c'est un meurtre quand même. Enfin, j'espère qu'on n'en est pas là. Quelqu'un qui souhaite arrêter un traitement, arrêter de vivre sous une assistance qui finalement ne fait que souffrir et que rallonger les choses et dire maintenant, moi, ma dignité m'impose de m'arrêter, c'est pas le médecin. Justement, ce n'est plus le médecin qui décide de ça. Donc c'est de tout le contraire d'un meurtre. Tout le contraire. Quand le médecin décide à un moment d'arrêter les traitements, dans votre langage, ce serait un meurtre déjà. Donc, je laisse le terme, madame. Je ne sais pas si vous êtes en train de dire quelque chose comme ça. La rupture épistémologique, ce serait là. Mais enfin, je ne sais pas où vous êtes. Alors, vous parlez de quoi? Je parle bien. Vous parlez de tuer quelqu'un. Un mot, si vous permettez, sur la question de la liberté, qui est souvent avancée. Voilà, on va écouter d'ailleurs Olivier Falorni juste là-dessus. On va l'écouter. C'était intéressant, cette question de la liberté. Quand même au cœur. C'est le malade qui fait la demande de façon libre, éclairée et réitérée. Et ensuite, non, ça n'est pas le médecin, c'est une procédure collégiale où vous avez au minimum 3 professionnels soignants qui, au minimum, qui prennent une décision. Je ne conteste pas la difficulté de la décision. Et ce que je vous rappelle quand même, c'est que vous avez une clause de conscience qui est reconnue dans la loi. Une clause de conscience qui dit à chaque médecin, à chaque infirmier, vous n'aurez pas à faire le geste si vous ne souhaitez pas faire le geste, vous n'aurez pas à prendre la décision. C'est vrai, c'est écrit. Vous n'aurez pas à prendre la décision si vous ne voulez pas prendre la décision. Antoine Daboudonia, cette clause de conscience. Il y a une clause de conscience. Un médecin, un anesthésiste, il y a une clause de conscience qui permettra aux médecins et aux infirmiers qui le souhaitent de la faire jouer, c'est-à-dire de ne pas s'engager dans cette procédure. Je voudrais juste dire un mot, si vous permettez, sur la question de la liberté, qui est quand même au cœur. Elle pose 2 problèmes. C'est celle d'évaluer, puisque c'est une des conditions. Le patient doit être capable d'exprimer sa volonté de manière claire, éclairée, et dans des situations de très très grande souffrance ou dans des situations où on aurait des malades atteints de troubles psychiatriques qui seraient aussi atteints de maladies en phase avancée qui leur permettraient de faire des demandes de mort, il va y avoir toute cette difficulté d'évaluer le libre arbitre du patient. Alors que la consultation avec un psychiatre est recommandée, mais n'est pas obligatoire. Et puis la deuxième inquiétude formulée par les opposants à la loi, c'est qu'on en revient au point de départ, c'est-à-dire le texte sur les soins palliatifs. On sait qu'il y a une offre qui est encore nettement insuffisante en France. Simplement 1 Français sur 2 qui pourrait y prétendre y a accès. Et une des grandes craintes des opposants à la loi, c'est que beaucoup de patients fassent des demandes d'aide à mourir, faute d'un accès à des soins palliatifs de qualité. Or, ces soins palliatifs, ils sont déficients sur nombre de territoires français. Il n'y a pas encore d'unités de soins palliatifs dans tous les départements. Les équipes mobiles manquent de personnel. Les inégalités territoriales sont flagrantes. Donc, il y a un vrai risque d'avancer, j'allais dire, en parallèle sur ces 2 lois, tant qu'on n'a pas fait l'effort massif que promet la stratégie décennale sur les soins palliatifs, de marquer des effets majeurs en termes de prise en charge des patients. Anne-Vivien. Oui, c'est bien pour ça que cette loi est en 2 parties et que nous... C'est François Bayrou qui avait souhaité faire 2 textes, oui, semble-t-il. Au départ, il n'y en avait qu'un. Oui, je ne suis pas sûre qu'il ait eu raison, mais moi, je préférais justement qu'il n'y ait qu'une seule loi, parce que justement, ça mettait bien sur le même plan le fait que les soins palliatifs et d'accompagnement concernaient la fin de vie, de même que l'aide à mourir à l'ultime moment. Et quand on parle de rupture anthropologique, j'entends ce terme sans arrêt, bon, ça, c'est des grands mots, sont des dogmes, sont des idées philosophiques ou autres. La réalité, c'est que quand on est à l'article de la mort, quand on a une maladie à un stade très avancé terminal, qu'on est en fin de vie, ce dont on a besoin, c'est d'une écoute extrêmement parfaite et d'empathie. Et tous ces dogmes-là, ça n'a pas lieu d'être. Toutes les croyances, toutes les convictions, on peut les écouter, on peut les entendre. Mais ça ne fait pas des certitudes. Ce ne sont pas des certitudes et il ne faut pas les présenter comme des certitudes. Et quand bien même les soins palliatifs
serait accessible à tous et serait d'une qualité parfaite dans un monde idéal qui n'existe pas et qui n'existera jamais. Quand bien même, il y aura toujours un petit pourcentage de malades pour lesquels cette prise en charge ne sera pas la réponse à leurs besoins, à leurs souffrances. Et cela, on ne peut pas les abandonner, on ne peut pas les oublier. Pour nous, c'est ça la fraternité. C'est surtout qu'il ne doit pas y avoir d'alternative, pardon, mais ça ne peut pas être une alternative. Les soins palliatifs, on doit impérativement, quoi qu'il en soit, là, voter, j'espère que ça va être fait au PLFSS, le fait d'y aller carrément. Donc adopter à l'unanimité à l'Assemblée, la partie sur les soins palliatifs. Et d'y mettre l'argent qu'il faudra à la rentrée, ça c'est une chose, de toute façon, de la même manière que sur les soins curatifs, c'est un vrai sujet, hein, on est bien d'accord, mais on ne va pas mettre en regard ce droit-là. À partir du moment où il est régulé et où justement il n'y a plus d'omerta, ça permet de mettre plein phare sur le reste. C'est ce qui permettra, j'en suis persuadée moi, d'avoir plus d'accès aux soins palliatifs et même aux soins curatifs. Je vous en fais le pari aujourd'hui, et non pas que plus de morts. Vous savez, vous dites qu'il y a des morts, mais les morts actuellement, les gens qui se suicident ou qui se laissent mourir, ou en fait c'est considéré comme des morts naturelles, plus ou moins, et donc là tout d'un coup, elles seront comptabilisées autrement. Mais est-ce que finalement ce ne sera pas la même histoire? Je veux dire, les gens qu'on débranche actuellement, vous croyez qu'ils sont indiqués comme quoi? Donc c'est assez facile aussi de dire tout d'un coup, ça fait 3% de plus, ou on ne regarde pas ce qui se passe exactement actuellement en France. C'est ça qu'il faudrait regarder. C'est de regarder précisément ce qui se passe en France aujourd'hui dans les hôpitaux et ce qui se passe à l'étranger. Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que dans les sondages, les Français, ils seront vraiment prêts, puisqu'on est à chaque fois à 70-80% d'opinion favorable à cette loi, Raphaël Gourevitch. Il y a un changement de l'opinion en France depuis un certain nombre d'années sur ce sujet. Je ne crois pas que je crois pas que les Français soient si bien informés que ça. Je ne suis pas sûr qu'ils répondent vraiment à la question posée. Oui, vous pensez qu'ils ne sont pas aptes à penser ce que c'est l'aide à mourir? Je pense tout à fait que les gens sont aptes à comprendre, mais quand on utilise les bons termes. Je sais que là, il va y avoir probablement un replay de votre émission qui va être diffusé. Il y aura des commentaires à notre égard, à tous. Et probablement, moi, je vais recevoir des commentaires un peu disqualifiants. Vous souhaitez laisser souffrir les gens parce que vous êtes dogmatique et que vous croyez à l'anthropologie. Et puis, les gens vont rajouter des histoires très touchantes, disant moi j'ai vu ma mère, ma grand-mère mourir dans l'atroce souffrance, et c'est pour ça que je suis pour l'aide à mourir. Alors qu'au fond, ce qu'ils demandent, ce sont les soins palliatifs. Mais moi, je voudrais élargir un petit peu, parce qu'effectivement, vous avez dit les soins palliatifs, c'est un préalable, mais vous n'attendez pas que ce préalable soit réalisé pour voter ce que je me refuse d'appeler l'aide à mourir, parce que la vraie aide à mourir, c'est les soins palliatifs. Mais il faudrait également que les gens aient accès à toutes sortes d'autres soins, les soins psychologiques, les soins médico-psychologiques. Oui. Un délai de rendez-vous pour un centre médico-psychologique, aujourd'hui, c'est plusieurs mois. Donc, il est beaucoup plus facile, et d'après la loi, il sera beaucoup plus rapide d'obtenir la mort que d'obtenir des soins. Et ce à quoi aboutit cette loi, c'est que finalement, faute de pouvoir supprimer la souffrance, on va supprimer les souffrants. Donc là, vous répondez rapidement. De faire ces deux lois à la fois, ce qui s'est passé quand même là, elles sont concomitantes, ça va forcer d'aider les gens à la fin de vie, et dans la vie et dans la mort. Et au contraire, ça va les deux permettre d'aller dans le même sens, c'est-à-dire le mieux-être des personnes, le choix et le mieux-être, ce qui est très important. On verra quand ce sera mis en œuvre, mais actuellement, ça n'est pas le cas. Actuellement, ça n'est pas le cas. Vous vous satisfaisez peut-être de la réalité des choses, mais actuellement, les gens n'ont pas accès aux soins palliatifs, n'ont pas accès aussi aux soins psychologiques, et pour autant, n'ont pas non plus accès au droit à mourir dignement. Donc, vous voyez bien que ça n'est pas lié, c'est pas parce que tout à coup, on va donner l'aide à mourir que ça va empêcher le reste, non. Pourquoi ? Antoine Dabundo, un dernier mot, parce qu'il nous reste peu de temps, sur le délit d'entrave, un délit qui sera constitué en cas de perturbation de l'accès au lieu où est pratiquée l'aide à mourir en exerçant des pressions morales ou psychologiques. Alors on a vu une réaction sur X de Bruno Retailleau, très violente, sa réaction, puisqu'il disait que c'était insupportable. C'est quelque chose de français, ou est-ce que les autres pays le mettent en
en place ce délit d'entrave qui ressemble un peu à le même type de choses pour l'IVG, par exemple, lorsqu'on empêcherait une femme de pratiquer l'IVG. Vraiment, sauf erreur de ma part, et peut-être qu'il y aura des commentaires pour me démentir, mais ça, c'est vraiment l'originalité française. Les députés ont décidé d'introduire ce qui n'était pas dans le projet initial, un délit d'entrave, j'allais dire, en parallèle à ce délit d'entrave qui existe pour l'IVG, au nom précisément du droit de disposer de son corps. Il y a eu des discussions pour créer l'équivalent, c'est-à-dire un délit d'incitation qui a été balayé. C'est vrai que ça cause une inquiétude, et notamment dans le personnel soignant, pour savoir quelle sera la juste part entre l'information à délivrer au patient, et notamment sur son état de santé, s'il faisait une demande de mort qui leur paraît déraisonnable, ou est-ce que ça va compliquer encore leur tâche. Et puis il y aura certainement aussi des conséquences, j'allais dire, sur le débat public. Il risque d'y avoir des contentieux juridiques multipliés qui n'aideront pas certainement à discerner. Anne-Vivien, là-dessus, justement, sur ce délit d'entrave. Ce délit d'entrave, je n'ai pas vraiment une opinion a priori sur ça, mais quand on voit comment ça a évolué au niveau de l'IVG, eh bien, effectivement, il existe une possibilité pour un délit d'entrave dans le cadre de l'IVG. Alors, quand ce qui est de l'aide à mourir, on n'en est pas du tout là. On en est déjà à la mettre en place le mieux possible. Et quand on parle de pourcentage de Français qui sont pour et qui sont favorables et que vous dites oui, c'est parce qu'on ne leur explique pas bien les choses et qu'ils ne comprennent pas bien, je pense que la Convention citoyenne, les membres de la Convention citoyenne ont parfaitement bien compris, bien réfléchi, et 75% étaient pour. Et quand on interroge... C'était un peu la base d'ailleurs. Absolument. Et quand on interroge les médecins, très récemment, 72% sont pour et 52% sont prêts à pratiquer une aide à mourir. Donc, je pense qu'on ne peut pas dire que ça va empêcher de soigner correctement, qu'on impose aux Français de penser à se faire aider à mourir alors qu'ils n'ont aucune raison d'y penser. Quant à la loi Claes-Leonetti, elle n'a jamais été limitée aux majeurs et elle n'a jamais été évaluée. Donc, vous nous annoncez que la loi va s'élargir aux mineurs pour la loi actuelle. Je vous annonce rien. Juste un mot. En tout cas, il faut être majeur. Juste un mot quand même sur le délit d'entrave, parce que je me à sens. d'autres pays. Juste un mot sur le délit d'entrave, parce que je me sens visé évidemment comme psychiatre. Évidemment, si j'ai le malheur à l'un de mes patients suicidants ou suicidaires de l'inciter à choisir la vie et à plutôt choisir les soins, est-ce que je serais accusé de délit d'entrave? J'en ai bien peur. C'est pas ça le délit d'entrave. Pardon, je ne sais pas. Le délit d'entrave, c'est très spécifique. C'est le fait d'empêcher les gens d'avoir accès à leurs droits. C'est pas du tout de les inciter, même de faire, vous pouvez dire que c'est mieux qu'ils ne le fassent pas, déconseiller à l'inverse, et ça n'est pas du délit d'entrave. C'est vraiment d'empêcher l'information et d'empêcher que les choses se fassent, quoi qu'il en coûte. C'est ce qui s'est passé pour l'IVG. Moi, je pense en tout cas que c'est l'intention du législateur. C'est juste de mettre cette bordure-là. Après, peut-être il faut regarder comment ça se passe pour vérifier effectivement que la liberté aussi du praticien de pouvoir aussi inciter, dire ce qu'il pense doit être bien respecté complètement. Mais je crois que ça n'est pas l'esprit du tout du législateur. Le texte a donc été voté à l'Assemblée nationale. Il doit maintenant passer au Sénat. Merci beaucoup, Raphaël Gourevitch, d'avoir été avec nous. Merci à vous, Anne Souiris, Anne-Vivien. Merci, Antoine Dabundo, d'avoir été avec nous. Vous retrouvez cette émission sur les réseaux sociaux et également en podcast. Et je vous dis à demain.